Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Avoir un couteau de poche. Tous les garçons en rêvent. Un beau couteau avec au moins 2 lames, une petite et une grande, avec un tire-bouchon. Un poinçon, c'est encore mieux. Quand on a un couteau dans sa poche, on se sent presque un homme. Dans les quartiers populaires de Naples, c'est même une tradition. Pour ne plus être un môme, pour être considéré par ses aînés, il faut non seulement posséder un couteau, mais être capable de se battre avec. On voit dans les terrains vagues des gamins en haillons s'exercer au combat à l'arme blanche, parfois un simple canif à la main. En France, bien sûr, ce n'est pas pareil. Tous les enfants vont à l'école. Les instituteurs leur apprennent à bien se tenir, ils ne se bagarrent pas dans les rues. S'ils aiment avoir un couteau dans leur poche, c'est pour couper une branche, tailler un bout de bois, se fabriquer un arc et des flèches, jouer aux Indiens. Ce n'est pas dangereux. Les couteaux de poche servent surtout aux jeux de piste, à découper des rondelles de saucisson dans les pique-niques, à dessiner un cœur sur un arbre, à y graver ses initiales. Mais on ne reste pas toujours un enfant sage, on grandit. Arrive le temps où la vie de famille commence à peser. Supporter l'autorité paternelle est difficile, surtout si les parents ne s'entendent pas bien entre eux. Le couteau de poche, lui, il ne sert plus à rien, il est relégué au fond d'un tiroir. C'est un souvenir du bon vieux temps des vacances, du temps des copains. Et voilà qu'un jour mauvais, un jour pire que les autres, il est là, ce couteau. Le petit garçon devenu jeune homme le retrouve et a envie de s'en servir, mais plus de la même manière. Ah ça non. Il a suffi pour cela d'une occasion, une scène tragique qui oppose les parents et leur fils. Et le couteau de poche, ce témoin, ce compagnon des jours heureux, devient soudain, en un instant, le symbole du malheur. Saint-Omer, cette ville du Pas-de-Calais, n'est pas seulement la patrie des dames au chapeau vert, les héroïnes charmantes de nos grands-mères, un roman de la Bibliothèque Rose. Non, Saint-Omer, il y a une quinzaine d'années, fut aussi le théâtre d'un drame familial épouvantable, je dirais même pathétique. Un jeune homme de 22 ans, que nous appellerons Paul, est accusé d'avoir tué son père d'un coup de carabine. Pourquoi ? Eh bien parce que celui-ci avait bu et, au cours d'une scène de ménage, menacé sa femme, un couteau de poche à la main, le couteau de Paul. C'était un cadeau de première communion, un peu oublié depuis cette fête de famille célébrée à une époque où tout le monde s'aimait bien. Paul, aussitôt le meurtre commis, téléphone à la gendarmerie voisine du domicile de ses parents terribles, une maison des environs de Saint-Omer. « Allô, venez vite, je viens de tuer mon père. »« Où êtes-vous ? » »« Je vous appelle de chez le boucher, à côté de chez nous. » Évidemment, selon les déclarations du jeune homme, celui-ci paraît en état de légitime défense. Il était un peu plus de 9 heures, 21 heures, maman était couchée, moi j'étais en train de peindre dans ma chambre. J'ai entendu des cris, je me suis dit, allons bon, ça recommence, encore papa, qui vient de rentrer du bistrot. J'avais l'habitude. D'abord j'ai pas bougé, et puis maman s'est mise à hurler. Alors là, j'ai eu peur pour elle. J'y suis allé, mon père allait la frapper d'un coup de couteau. J'ai pas réfléchi, j'ai décroché le fusil de chasse qui était là au mur et j'ai tiré. Voilà. Paul, après avoir débité son récit avec précision, regarde les gendarmes bien en face, les yeux dans les yeux, sans paraître spécialement ému. Le brigadier se dit « Ce garçon est sacrément courageux. Ou alors, il n'aimait pas son père. » La mère de famille, elle, est sortie de la salle à manger où se déroule ce premier interrogatoire. Trop choquée sans doute par ce qui vient de se passer. Les gendarmes veulent tout de même lui parler. Ils la cherchent et la trouvent dans la chambre du drame. Elle a ouvert le tiroir d'une commode, a sorti de l'argent et compte des billets. Le corps de son mari est toujours là, à genoux, à terre, au pied du lit, le buste penché en avant, la tête sur l'édredon.
Je vous demande pardon, madame, mais si vous vouliez venir un moment... Oui, je viens, répond-elle calmement. J'emporte quelques affaires et je suis à vous. Vous pensez bien que je ne vais pas rester ici, non? Le brigadier est de plus en plus intrigué par l'attitude de cette femme et de son fils. De toute sa carrière, il n'a jamais vu ça, une indifférence pareille. Dieu sait pourtant s'il lui a été donné d'assister à des événements tragiques, de compatir à la souffrance humaine. Ici, un homme vient de mourir, il est là. Et personne ne semble s'en soucier. C'est encore plus affreux, peut-être, que le désespoir et les larmes. Allons, madame, venez. Il le faut maintenant. Avant de sortir de la chambre, le brigadier regarde le lit, le cadavre. La main de la victime tient encore serré entre ses doigts le couteau de poche de son fils. Avant de toucher à quoi que ce soit, conscience professionnelle, il va falloir prendre des photos. Le rapport de la gendarmerie relate dans un style administratif à peu près ce que je viens de vous raconter, les sentiments en moins. Pourtant, c'est cette impression, ce malaise ressenti par le brigadier qui est le plus important. Un début d'explication possible au parricide. Mais les gendarmes n'ont pas l'habitude de décrire leurs états d'âme. Le rapport est complété par une enquête auprès des voisins. Le père de Paul, la victime, est un ancien garde-barrière de la SNCF. Il travaillait dans les jardins à la journée pour arrondir sa retraite. Oh, toujours prêt à rendre service, précise l'un de ses employeurs, à faire une commission. Et il réparait très bien les vélos, dit un autre. Est-ce qu'il buvait? Ah ça oui, ça, un verre par-ci, par-là, comme tout le monde. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu vraiment saoul. Quant à la mère de Paul, une femme du même âge que son mari, la soixantaine, est-ce vraiment une pauvre malheureuse terrorisée chez elle et protégée par son fils? Ou bien est-ce une malade qui se croit persécutée? C'est une sorcière, monsieur l'inspecteur, comme je vous le dis. Une sorcière, allons bon. Mais où allez-vous chercher ça? Le jour de la procession de la fête Dieu, elle s'est habillée en rouge. Et alors? C'était pour embêter le curé. Certains prétendent en effet qu'elle est communiste, d'autres au contraire, qu'elle écrit au maire un socialiste en recopiant des paroles de l'évangile pour lui faire la leçon. Elle est folle, dit l'épicier. Quand elle va au marché, elle emporte dans son cabas la grille du poêle pour qu'on ne puisse pas faire de feu chez elle pendant son absence. Enfin, vous vous rendez compte? Par avarice, tout ça? Oh, je ne sais pas. Allez comprendre des choses pareilles. Le fils, maintenant, Paul. Il adore sa mère. Oh, sans doute, parce qu'elle n'est pas comme tout le monde, une originale, une exaltée. C'est à elle qu'il ressemble d'ailleurs, pas à son père. Il n'est pas un ouvrier, Paul. C'est un artiste. Il fait de la peinture. Non sans talent, d'ailleurs. Il est musicien aussi. Il joue de la guitare dans les bals le samedi soir. Il aime tellement sa mère que quand il s'est marié, il y a juste 1 an, il a laissé sa femme chez ses beaux-parents et a préféré continuer à vivre, lui, dans sa famille. Il ne devait pas y être si mal que ça, en dépit des scènes de ménage entre papa et maman, dont il fait tant de cas devant le juge d'instruction. Un curieux mariage, d'ailleurs, que celui de Paul. Il a d'abord rendu enceinte une jeune fille qu'il n'a pas épousée. Il en a épousé une autre, une infirmière, qui avait déjà un bébé d'un amant qu'il avait abandonné. Ah ça, décidément, Paul, un grand cœur. Famille étrange, qui laisse perplexe le juge chargé d'instruire l'affaire. Pour le magistrat, il manque quelque chose au dossier. Une inconnue, comme on dit dans un problème de mathématiques. Une équation qu'il va falloir résoudre. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Paul, je dirais simplement Paul, respectons l'anonymat de ce jeune homme de 22 ans, est gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie d'une localité près de Saint-Omer. Il est inculpé provisoirement pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Provisoirement. Car ou bien il a réellement tué son père d'un coup de fusil au moment où celui-ci allait frapper sa mère avec un couteau, et dans ce cas, évidemment, il ne s'agit pas d'un crime, ou bien... Oui, le juge d'instruction hésite. Les deux versions du drame, celle donnée séparément par le fils et sa mère, concordent. Il est exact qu'au moment où il a reçu le coup de fusil, le père tenait à la main un couteau. Les photos le prouvent. Faites-moi tout de même un agrandissement de celle-là. Laquelle, monsieur le juge? Cette photo-là.
où on voit le mieux le couteau dans la main. Je peux vous faire tirer seulement le couteau et la main en 18-24 si vous voulez. C'est ça, le plus tôt possible. Vous l'aurez dans 1 heure. Très bien. Le juge compulse une fois de plus le dossier. Il le lit, le relit. Il suffit souvent d'un détail, quelque chose qui échappe à la première lecture et qui soudain fait éclater la vérité. Une phrase attire son attention dans la déclaration de Paul. « J'ai tiré », a-t-il dit d'abord au gendarme, et ensuite, quand on lui a demandé comment, « Eh bien, j'ai tiré, mon père a été atteint d'une balle à la tête et il est tombé à genoux au pied du lit. » Très bien. Mais l'autopsie a démontré que la victime avait été atteinte de 3 balles. Et le rapport des experts qui ont examiné la carabine est formel. Paul a appuyé 5 fois sur la gâchette. Une 4e balle s'est bloquée dans le canon, et la 5e est allée s'encastrer dans la précédente. Ce n'est plus un coup de fusil tiré à la hâte pour sauver quelqu'un. C'est un tir à répétition qui ressemble davantage à un geste de colère, de fureur. Le juge réfléchit. Ce n'est pas incompatible avec la version de l'accident. Mais alors pourquoi Paul n'a-t-il pas présenté les choses de cette façon ? J'ai perdu la tête, je ne savais plus ce que je faisais, je me suis jamais servi d'une arme à feu, je ne suis pas chasseur comme mon père, j'ai tiré au hasard. Au contraire, au lieu de dire ça, Paul a expliqué très froidement qu'il n'a tiré qu'une seule fois, et sa mère interrogée séparément, je le répète, l'a confirmé. Ils se seraient mis d'accord tous les deux ? Pour mentir d'une manière aussi stupide, sans raison ? C'est peu vraisemblable. Le juge continue sa lecture, tout au moins sa relecture. Il y a le témoignage d'une voisine qui a entendu un soir une discussion. La maman de Paul avait été victime d'un accident de la circulation. Ses jambes blessées, elle devait se déplacer avec des cannes. Cette infirmité lui avait permis de toucher une certaine somme d'argent versée par les assurances. « Cet argent est à moi, et tu n'y toucheras pas, disait-elle à son mari. Donne-moi la clé. » « Non !» L'argent était enfermé dans le tiroir de la commode. Le ton de la discussion était assez vif pour que les voisins entendent, du moins par bribes, certains éléments de la conversation. Paul avait pris parti pour sa mère. « C'est l'argent de maman. Elle a bien le droit d'en faire ce qu'elle veut. Et si j'en ai besoin, moi, hurlait le père. Attention, si vous ne voulez pas me le donner, j'hypothéquerai la maison. Tu n'as pas le droit. Elle n'est pas à toi. Elle est à maman. C'est ce qu'on verra. » Autre témoignage, celui du maire de la commune. Le juge le rapproche du précédent. Le père de Paul est venu me voir à la mairie. Il m'a montré les titres de propriété de sa maison qui appartient à sa femme. Il s'inquiétait. Comme celle-ci n'était pas très bien portante, il m'a demandé si elle va à l'hôpital. Est-ce que je pourrais rester chez moi? A-t-elle le droit de me faire partir, de vendre? Je me suis étonné. Vendre, mais pourquoi? Il m'a expliqué que son fils était marié, qu'il cherchait à se loger, et que sa femme songeait à lui céder les lieux si elle pouvait être hospitalisée ou logée dans une maison de retraite. Je l'ai rassuré. Puisqu'il était marié, de toute façon, il avait le droit à l'usufruit du domicile conjugal, même en cas de décès de sa femme. Il y avait donc dans cette famille un conflit plus important qu'une simple mésentente conjugale. Quand les années ont passé, que la tendresse et l'affection n'ont pas remplacé l'amour, quand les époux se supportent faute de mieux. Pour qu'un ouvrier, un brave homme, selon les dires de ses amis et de ses employeurs, s'inquiète de cette façon, se demande s'il ne va pas se retrouver seul à la rue, il y a certainement quelque chose de grave. Mais quoi? Si ça se trouve, pense le juge, il ne le savait pas lui-même. On frappe à la porte. Entrez. Voici les photos que vous m'avez demandé de faire tirer. Posez-les là, merci. Le juge les regarde, l'une après l'autre. Ah, voilà le gros plan de la main et du couteau. Oui, on le voit très bien maintenant, au gros plan, ce couteau. Un couteau de poche. Le cadeau de première communion de Paul. Mais mon Dieu, ce couteau, le père le tient à l'envers. Oui, la lame est tournée vers l'intérieur. Le moindre choc l'aurait refermé sur ses doigts. Il est impossible de donner un coup de couteau de cette façon. La photo agrandie révélait d'une manière absolument flagrante que le couteau
avait été mis dans la main de la victime après sa mort. Il est maintenant facile pour le juge de reconstituer la vérité. Une triste vérité. La mère et le fils complices pour assassiner un vieil homme devenu inutile, gênant, qui coûtait de l'argent au lieu d'en rapporter, une mère avare, abusive, un fils faible, dilettante, entièrement aux ordres. Alors, eh bien c'est très simple. On organise une mise en scène, comme au théâtre, mais de mauvaise qualité, du Grand Guignol. On attend le soir, le moment où le père revient du bistrot. Il est allé boire un verre et jouer aux cartes comme tous les jours. Il sera facile de prétendre qu'il était ivre. Et puis, il a son caractère. Il ne faudrait pas beaucoup le pousser pour qu'il se mette en colère. Il n'y a qu'à remettre sur le tapis les histoires de gros sous et la menace de le priver d'une maison qui ne lui appartient pas. Paul, conseillé par sa mère, a tout préparé. Il a mis un chargeur dans la carabine, enlevé le cran d'arrêt. Cette carabine achetée pour chasser les étourneaux. Dérision. Et puis, le jeune homme se souvient du couteau de poche de son enfance. On le cherche. Oui, il est bien au fond d'un tiroir. Oh, il n'a pas servi depuis longtemps. Quoi de mieux qu'un couteau de poche pour menacer une femme, lui transpercer le cœur, surtout un couteau de poche qui appartient à son fils et que les complices placeront eux-mêmes dans la main du père en faisant vite avant que les doigts ne soient raidis par la mort. Paul avoue. Il est examiné par des psychiatres. Le fait qu'il se soit servi de ce couteau-là, son couteau de première communion, donne à réfléchir au médecin. C'est la preuve d'un déséquilibre. Et aussi de la perturbation du milieu familial. Paul bénéficie des circonstances atténuantes, il est condamné à 10 ans de prison, et sa mère à 5 ans. Oui, vous trouvez peut-être que le jury a été indulgent. En notre époque matérialiste où bien des gens ne croient plus à rien, il reste au fond de chacun de nous un besoin profond, celui de pardonner, de garder un Dieu caché, le Dieu de notre enfance. À l'époque où nous rêvions de posséder un couteau de poche. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Trong nhà thì nó mèo nhảy xuống kìa, sau được số qua. Tìm khẩu súng tử tế đéo có. Biến nhất. Nó nóc tủ lạnh lắm. Với ông cắm ngón tay đéo gì này, cắm kiểu ảo ảo vậy đấy. Kiểu ngón tay đấy á.
bắn như lấy khói luôn. Tầm một cam đi. Dùng ngắm ba ấy. Thế giờ có mất cam này là qua đâu chơi? Một cam. Máy trời. Còn ăn có người này.